This is it. The beginning. Ok, là je sais ce qui est en train de se passer. Vous venez de cliquer sur une vidéo qui prétend vous expliquer la philosophie de Fight Club. Des vidéos comme ça, il y en a à peu près des centaines qui traînent sur YouTube, donc là, vous êtes en train de vous demander si ça vaut le coup de rester. Et je pense que tacitement, vous m'avez accordé approximativement 30 secondes pour vous prouver que j'ai des choses intéressantes à dire, et que je suis pas un énième mec qui va vous expliquer Fight Club à travers le prisme de la masculinité, de la solitude, d'une critique de la société de consommation ou de l'aliénation au travail. Eh bien, je vous assure, je vais pas vous parler de tout ça. Non, si vous êtes ici, c'est une aubaine. C'est l'occasion de porter un autre regard sur un film qui a marqué toute une génération et d'aller plus loin que les analyses réchauffées qui font un parallèle évident entre Fight Club et le nihilisme de Nietzsche ou l'absurde de Camus. Mais 30 secondes sont écoulées, alors si vous êtes convaincu, on est parti pour une plongée au cœur de Fight Club et du plus gros scandale de la philosophie. No wait, back up. Let me start earlier. Fight Club, comme beaucoup de mecs de ma génération, c'est un film qui m'a marqué. Faut dire qu'avec sa violence, sa narration décousue et ses citations percutantes, il laisse pas indifférent. Mais ce qui me plaît le plus dans ce film, c'est le regard cynique et désabusé qu'il jette sur notre société, et plus particulièrement sur notre condition d'homme moderne, avec tous les troubles mentaux qui l'accompagnent. Oui, exactement, c'est-à-dire à peu près tous les thèmes que je vous ai promis de ne pas aborder dans ma vidéo. Mais en fait, toutes ces analyses, elles sont loin d'être fausses. Bien au contraire même, elles sont souvent judicieuses et très intéressantes, parce qu'elles mettent en lumière la richesse des interprétations possibles de Fight Club. Non, si je vous ai dit que j'allais pas en parler, c'est parce que j'ai envie de proposer quelque chose de nouveau. Mais la vérité c'est que ce film, ça fait un moment que je l'ai dans la tête. C'est un matériau de base parfait pour une chaîne comme la mienne, j'ai juste à trouver le bon angle ou le livre idéal pour en parler. Sauf que ça m'a pris du temps pour y arriver. À un moment, j'ai cru que je l'avais. J'ai repensé à La Société du spectacle de Guy Debord. C'est un texte mi-philosophique, mi-essai politique qui décrit notre monde comme un immense théâtre où tout est mis en scène. L'intérêt de ce livre se trouve autour du concept de fétichisme de la marchandise. D'après Debord, le capitalisme prend de plus en plus de place à tous les niveaux de la société et, plus grave encore, a une emprise grandissante sur la vie quotidienne des gens. Les objets, les émotions, les idées, les personnes, tout est transformé en marchandises, toujours plus nombreuses, mais finalement, toujours plus similaires. Tout ça est mis en scène dans ce que Debord appelle le spectacle. En gros, on ne vit plus les choses, on les regarde. On ne cherche plus la vie réelle, on en consomme des copies. Everything's a copy of a copy of a copy. Et Fight Club, c'est exactement ça. Les savons de Tyler, le mobilier Ikea, et même le spectacle, incarné par la vision idéalisée du double schizophrénique du narrateur. Tyler Durden. Alors franchement, j'étais chaud pour partir là-dessus. Fight Club, vu par Guy Debord. J'avais même relu les pages où Debord explique que le spectacle se nourrit de ceux qui essayent de le critiquer et s'en sert pour revendre la contestation sous forme de marchandise. C'est exactement ce qui se passe quand Fight Club devient un produit culte de la pop culture, alors qu'il dénonce justement la culture comme produit. Right. We are consumers. We are byproducts of a lifestyle obsession. Mais en y réfléchissant, je me suis dit que je pouvais faire mieux que ça. Parce que finalement, cette analyse, elle revient d'une manière ou d'une autre à la fameuse critique de la société de consommation. Et j'ai d'autres projets, que ce soit pour Fight Club, comme pour Guy Debord d'ailleurs. Alors à un moment, je me suis dit que j'allais devoir me résoudre à parler de Nietzsche. La figure du surhomme, le rejet du troupeau, l'instinct de puissance, le nihilisme, c'est cousu de fil blanc. Mais un peu trop justement. Nietzsche est utilisé à toutes les sauces, surtout sur YouTube. Il revient dans toutes les analyses de Fight Club, et puis honnêtement, je l'ai juste pas assez lu. Alors je me suis tourné vers Camus, là c'est une valeur sûre, l'absurde, la révolte, la quête de sens, Sisyphe qui pousse son rocher, ça fonctionne super bien avec Fight Club. Le truc c'est que j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, et puis je sais pas, ça paraît trop évident. Et en fait c'est normal que ce soit évident parce que Chuck Palahniuk, l'auteur de Fight Club, se revendique de ses écrivains. Camus, Nietzsche, il les cite lui-même comme des grandes sources d'inspiration. Mais attendez, Chuck Palahniuk, bah oui, c'est lui l'auteur de Fight Club, 3 ans avant la sortie du film. Et en plus, je l'ai lu son livre. C'est juste que ça m'est même pas venu à l'esprit d'analyser Fight Club grâce à Fight Club. J'aime bien l'idée de lier un film à un livre qui lui est complètement extérieur. Et puis, les adaptations, j'ai toujours un peu de mal. J'ai l'impression de me retrouver à pointer les différences entre les deux œuvres, et ça fait un peu le mec chiant qui sort de la salle de ciné et qui dit « Oh, c'était pas comme dans le livre !» Oui, forcément que c'est pas comme dans le livre parce que c'est un film en fait, et ce sont deux façons très différentes de raconter une histoire. Mais pour le coup, avec Fight Club, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une adaptation aussi fidèle au matériau de base. La scène d'introduction qui est absolument mythique dans le film, avec le flingue dans la bouche, les questions qui restent en suspens et le flashback explicatif, elle est mot pour mot dans le livre. En fait, je vais la faire courte. Toutes les scènes sont dans le livre.
Chaque phrase moralisatrice prononcée par Brad Pitt, chaque interjection bizarre du narrateur, tout y est. With a gun barrel between your teeth, you speak only in vowels. Ce livre, je l'ai lu après avoir vu le film et je vous avoue un truc, j'aurais aimé faire l'inverse. J'aurais adoré vivre l'expérience de lecture de Fight Club sans en connaître l'histoire à l'avance. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui est dérangé par le spoil, surtout en littérature. Mais là, lire ce livre sans savoir le twist, ça doit vraiment être quelque chose. Je veux dire, remémorez-vous votre premier visionnage de Fight Club. Il y a ce type insomniaque bizarre, avec une voix off omniprésente, des flashs étranges et des scènes qui s'enchaînent sans logique apparente. Il y a Tyler Durden qui spawn toujours au bon moment avec ses abdos dessinés et son humour noir. On sent bien que quelque chose cloche avec ce gars, mais on sait pas trop dire quoi. Et puis il y a cette ambiance, cette sensation constante de malaise, d'inconfort, comme un truc poisseux qui colle aux images. En fait, on a un peu l'impression qu'on est embarqué dans un rêve lucide qui tourne peu à peu au cauchemar. Tout ça, c'est pas seulement grâce à des effets de mise en scène ou à l'excellent jeu des acteurs, c'est codé dans l'ADN du récit. Si le film arrive à être aussi déroutant, c'est parce qu'il adapte fidèlement un texte qu'il est encore plus. Le roman Fight Club, c'est de la folie mise en page. Chaque phrase du narrateur est contaminée par sa propre confusion mentale. Ses pensées s'en mêlent, les événements s'enchaînent sur un rythme décousu, même les dialogues semblent irréels. En fait, c'est pas vraiment une histoire qu'on lit. C'est un délire qu'on traverse. You got it. No. Je crois qu'il faut qu'on s'attarde un peu sur l'auteur, parce que ce gars, il a vraiment quelque chose à dire. Une vision créative bien à lui qui plonge dans tout ce que l'humain a de laid et de dégradant. Il écrit de la même façon qu'on pense quand on est au bord du gouffre. Son style est minimaliste, pas d'adjectifs inutiles, énormément de verbes, des phrases très courtes, un rythme tranchant. Il aime répéter des groupes de mots ou certains motifs à travers son récit pour créer cette sensation de boucle mentale, comme si on était coincé dans la tête du narrateur. Il appelle ça des chœurs. I am Jack's complete lack of surprise. I am Jack's smirking revenge. I am Jack's wasted life. Et si son style est si particulier, c'est parce qu'il lui vient des tripes. Toutes les souffrances qu'il a connues, il les injecte dans ses bouquins. D'ailleurs, il y a une anecdote qu'il raconte à ce propos. Un soir, il sort de la salle de sport et il se fait encercler par un groupe d'ados qui se met à le tabasser sans retenue. And they all started beating on me with their fists, and they were all yelling numbers. They were yelling 10 points, 20 points, 50 points. Il se retrouve avec la mâchoire cassée et le corps couvert de coups. La police ne prend même pas sa plainte et il rentre chez lui comme un misérable. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il raconte après. But after that beating, I started writing really good stuff. No, seriously, I started writing stuff that was off the charts different than what I wrote before that beating. Et finalement, cette anecdote, c'est loin d'être un détail. J'ai regardé pas mal de trucs sur Palahniuk et il en parle vraiment comme d'un moment charnière dans sa carrière d'écrivain. En fait, il devient même obsédé par un truc, les histoires qu'on peut raconter uniquement si on accepte d'y inclure un peu de notre souffrance. Il pense que les récits les plus puissants, ce sont ceux qui naissent d'un traumatisme, de la honte et l'humiliation qui en découlent, parce que c'est là que les gens se reconnaissent et que la littérature devient vraiment un miroir. Et vous vous en doutez, c'est exactement ce qu'il a fait avec Fight Club. Il a construit une métaphore de ce que ça fait d'être brisé par la vie moderne et de s'inventer un double imaginaire pour tenir bon. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'analyses de Fight Club qui traînent sur internet, c'est parce que c'est une œuvre qui connecte avec énormément de monde. Et selon Palahniuk, cette profondeur émotionnelle, elle est encore plus puissante dans la littérature que dans le cinéma. Selon lui, le livre est le seul médium capable de vraiment explorer l'intime. To be made literal enough to film, or even to be said out loud, kind of destroys that intimacy where it only occurs in your mind. It occurs in a kind of sub-vocalization. Quand on lit, on est seul avec nos pensées, aucune interprétation visuelle autre que celle projetée par notre esprit. Pas d'intonation, de musique, de couleur ou de jeu d'acteurs pour influencer notre ressenti. La lecture, c'est une expérience tout à fait personnelle. Alors il n'y a pas à dire, le film Fight Club est une excellente adaptation, et Palahniuk lui-même est impressionné de la qualité du rendu final qui rend particulièrement hommage à son travail. Mais quand même, il y a des choses qu'on ne peut transmettre que par écrit. Et d'ailleurs, l'auteur a une anecdote de tournage sur un passage de Fight Club qui illustre à la fois sa façon d'écrire avec sa logique d'opposition qui lui est propre, mais aussi les réticences du monde du cinéma quand il s'agit de choquer.
know, I loved writing that line in Fight Club where Tyler and Marla have sex for the first time. And the most romantic thing that Marla can say is, I want to have your baby. So what does Ian burst? So, of course, Marla turns to him and she says, I hope I got pregnant because I really want to have your abortion. And that's the line that the movie studio went around and around. And even Brad Pitt said, you know, my mom's going to see this movie. I don't want her to see this line. And they shot that scene with so many different substitute lines. And then finally Fincher wrote the line. And Helena Bonham Carter says, My God, I haven't been fucked like that since grade school. And at that point, 20th Century Fox said, can we switch it back to the abortion line? Plus je m'intéressais à Palahniuk, plus j'ai remarqué qu'il adore raconter des anecdotes. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que Fight Club est construit, comme un enchaînement de petites histoires étranges qui alternent entre tragique et comique, avec leur propre morale parfois distincte du récit général. Et ça, c'est une des méthodes d'écriture de Palahniuk. Il raconte que ce qu'il aime faire, pour tester si une histoire fonctionne, c'est d'en raconter une partie sous la forme d'une anecdote. Il raconte ça dans son entourage ou même à des gens random en soirée. That's interesting. So do you purposely go to parties with a couple bullets in the chamber? Ce qu'il observe, c'est que quand une personne entend une bonne anecdote, elle va tout de suite faire le lien avec un événement de sa propre vie. Et très souvent même, raconter une anecdote personnelle similaire, dont la morale ou le déroulement résonne avec l'histoire de base. Et quand ça se passe comme ça, il sait qu'il tient quelque chose de puissant. Because a great anecdote doesn't leave people speechless, it leaves them competing to tell a better version of the same thing. And that's when a real writer just starts realizing, okay, there's a pattern. And that can be turned into something really big. Grâce à cette méthode, Palahniuk peut repousser les limites, parce que selon lui, tant que personne n'est choqué, une histoire n'est pas encore assez bonne. D'ailleurs, Fight Club n'est pas son livre le plus dérangeant, pas du tout même. Dans son roman Choke, le personnage principal est un accro au sexe avec des fantasmes hyper bizarres que je vais pas évoquer ici. Et une de ses grandes passions, c'est d'aller manger au restaurant, s'étouffer volontairement avec la nourriture pour que les gens viennent le sauver, puis leur extorquer de l'argent par la suite. Son livre Make Something Up est un recueil de courtes histoires qui a été censuré dans quasiment tous les pays du monde, tellement il est choquant. Franchement, je vais même pas vous donner un exemple parce que vous risqueriez de quitter la vidéo pour aller vomir. D'ailleurs, je dis pas ça au hasard, parce que quand Palahniuk fait des lectures en public, c'est quelque chose qui arrive. People have been known to pass out, some people even throw up during the readings of your, when you do it, and that's not, I'm not even kidding about that, that's true, is that not correct? Et ce qui est assez perturbant, c'est qu'on a l'impression que c'est dans l'atroce que Palahniuk va chercher ses meilleures idées, dans les zones grises, ces endroits dont on a honte. Les réactions de son auditoire semblent l'amuser, voire même le motiver à continuer à être de plus en plus choquant. They laugh, they pass out, 2 people have gone to the hospital. It's just amazing. Now you're C'est là qu'on touche à une tradition littéraire dont il se revendique. Un courant d'écriture qui veut aller chercher la beauté dans le grotesque, la vérité dans le dégueulasse, la poésie dans le moche. And it really is absurdist existentialism. And the general idea is that life is so messed up, so unfixable, that we might as well go right to the crazy. Ce que vous venez d'entendre, c'est le cœur du projet de Chuck Palahniuk, écrire la folie humaine. Et il a donné un nom à cette philosophie, l'absurdisme existentialiste. Enfin, ça c'est moi qui le traduis comme ça, on pourrait aussi penser à d'autres versions. Il n'y a pas vraiment de traduction officielle, j'ai rien trouvé en français sur internet à ce propos. C'est vraiment un concept inventé par Chuck Palahniuk lui-même. Alors il ne le sort pas de son chapeau non plus, c'est une sorte de fusion entre la philosophie de l'absurde, popularisée par Albert Camus, et l'existentialisme, popularisé par tout un tas de mecs, mais on peut l'accorder à Jean-Paul Sartre, qui en a dédié un bouquin. En gros, l'existentialisme, c'est l'idée que chaque être humain est l'unique décideur de son destin et des valeurs morales qu'il décide d'adopter pendant sa vie. La philosophie de l'absurde, quant à elle, peut se résumer par la constatation amère que l'existence humaine n'a aucun but profond et que le désir de chaque homme de donner du sens à sa vie va se heurter inlassablement à la froide incohérence du monde. Et la fusion des deux, ça donne l'absurdisme existentialiste. Et vous savez quoi? Je suis tombé sur un post de Chuck Palahniuk lui-même qui explique ce concept. Bon, en gros, comme à son habitude, il raconte des anecdotes. Et maintenant, je pense que vous vous en doutez, elles sont toutes un peu bizarres. Il y en a une qui se passe dans un hôtel chic de Chicago.
En rentrant dans sa chambre, Chuck découvre qu'on offre aux clients un poisson rouge dans un petit bocal, histoire de leur tenir compagnie et de faire une sorte de présence vivante autre que le client dans la chambre. Sauf qu'en se baladant dans les couloirs de l'hôtel, il tombe sur le chariot de ménage avec des rangées entières de bocaux pleines de poissons morts à l'intérieur. Voilà, c'est tout. C'est ça l'absurde, selon Palahniuk. Ce moment où le réel devient grotesque, mais où il n'y a rien d'autre à faire que de regarder. Et un peu plus loin, je suis tombé sur sa définition de l'absurdisme existentialiste. C'est ça, l'absurdisme existentialiste. Reconnaître la folie et l'embrasser, sans être stoppé par des fous. Même votre propre folie, parce que vous êtes fou aussi. Et le plus souvent, vous êtes fou parce que vous avez inventé quelque chose. Vous avez inventé l'idée que les gens sont toujours rationnels. Et puis vous avez oublié que vous avez inventé ça. Alors maintenant, vous pensez que c'est la réalité. Je vous ai dit tout à l'heure que le but ultime de l'œuvre de Palahniuk, c'était d'écrire la folie humaine. Et maintenant, on comprend pourquoi. Selon lui, c'est ce qui décrit le mieux les comportements humains. Notre façade de rationalité n'est qu'une enveloppe fragile qui ne demande qu'à être détruite pour laisser place à la folie. This is bullshit. I'm not listening to this. You are insane. No, you're insane. Donc là, on commence à mieux comprendre ce qu'essaye de faire Fight Club. Le narrateur qui perd progressivement pied avec la réalité. Il ne dort plus, il ne sait plus qui il est, il s'invente un double. On peut appeler ça de la schizophrénie, un trouble dissociatif de l'identité ou une fuite psychotique, peu importe. Ce qu'il vit, c'est une rupture complète entre le réel, les autres et lui-même. Tout devient flou, il voit des choses qui n'existent pas, il oublie des moments entiers de sa vie et surtout, il ne peut plus se faire confiance. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré cette folie, le narrateur semble atteindre un certain état de clairvoyance. Son analyse de sa propre situation, même s'il la projette sur une identité fantasmée, est froide et réaliste. Sa compréhension du monde qui l'entoure est peut-être biaisée, mais elle répond à une certaine logique. Il arrive à inspirer des centaines d'hommes, à les embarquer dans sa vision et à devenir le leader du projet qu'il va ensuite organiser et coordonner à grande échelle. Bref, on se rend compte que le délire, contrairement à ce qu'on croit souvent, ce n'est pas forcément un désordre absurde. Dans beaucoup de cas, quelqu'un de fou ne subit pas la perte totale de sa raison. Le psychiatre Louis Sas, dans son livre Les paradoxes du délire, explique au contraire que certains patients schizophrènes ne sont pas moins rationnels que la moyenne. Ils sont trop rationnels, trop conscients. Ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas le monde, c'est qu'ils ne peuvent plus y croire. Ok, ça paraît un peu bizarre dit comme ça, et vous savez, les scientifiques, quand ils découvrent un truc étrange et qu'ils essayent de le théoriser, ils aiment bien lui donner un nom. Eh bien, ce concept que je viens de vous présenter rapidement, Louis Sas appelle ça l'hyper-réflexivité. C'est l'idée qu'à force de se regarder penser, de se perdre dans des considérations métaphysiques abstraites, on finit par se décoller du réel. On devient en quelque sorte spectateur de sa propre personne. Et petit à petit, tout devient étrange. Les sensations, les visages, les objets, ce n'est pas qu'on les voit différemment, c'est qu'on n'arrive plus à leur faire confiance. Les évidences n'existent plus. La réalité elle-même devient suspecte. D'après Louis Sas, un fou ne délire pas vraiment parce qu'il perd le contact avec le réel, mais parce qu'il le suranalyse. Il devient l'observateur maladif de ses propres pensées. Il ne vit plus dans le monde, il vit dans le commentaire incessant de ses expériences. Every evening I died, and every evening I was born again, resurrected. Je vous parlais au début des multitudes d'interprétations qu'a connu Fight Club. Chaque personne semble y comprendre quelque chose de tout à fait personnel, ou en tirer une leçon transcendante. Et je pense que c'est ça, le but de cette œuvre. Fight Club n'est pas vraiment un film qui se regarde, c'est un film qui se digère. Il ne cherche pas à nous révéler une vérité, mais plus à nous faire douter qu'il puisse y en avoir une. En gros, si vous avez terminé Fight Club avec des certitudes, et que vous étiez ce genre de mec qui explique le film à tout le monde dès que la séance se termine, c'est probablement que vous êtes passé complètement à côté. L'histoire du narrateur n'est qu'un prétexte. Ce qu'on vit dans Fight Club, c'est une mise en scène du doute. With insomnia, nothing's real. Et la preuve ultime, c'est la fin. Je vous ai dit que le film adaptait parfaitement le livre, mais c'est pas vraiment le cas. La fin du film, elle est hyper connue. On a le narrateur qui vient de tuer Tyler Durden, il tient la main de Marla et tous les deux regardent les explosions du projet Chaos ravager la ville sur la musique des Pixies. You met me at a very strange time in my life. Mais dans le livre, on n'est même pas sûr que le narrateur ait tué Tyler. Il se réveille à l'hôpital après s'être tiré une balle dans la bouche. Il a des visions bizarres de Dieu et aussi d'autres membres du projet Chaos qui viennent lui rendre visite avec les visages défoncés par les coups.
La toute dernière phrase du livre, c'est quelqu'un qui lui murmure « Nous sommes impatients de vous revoir parmi nous ». Normalement, si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, vous êtes prêt à entendre parler de ce fameux scandale que je vous ai promis. En philosophie, il existe une idée si dérangeante, si radicale, que si elle s'avère être vraie, pourrait tout simplement réduire toute notre compréhension du monde à néant. Cette idée, ce vertige existentiel, s'appelle le solipsisme. Ce concept philosophique pourrait être résumé en une seule question. Comment savoir que le monde existe vraiment? Alors oui, je vous l'accorde, ça ressemble au genre de questions qu'on se pose avec son meilleur ami, quand il est beaucoup trop tard, sous une chaude nuit d'été passée à regarder les étoiles. Et la discussion qui suit, bien souvent, ne révolutionne pas le monde. Mais elle a au moins le mérite d'être sincère, profonde et dépourvue du filtre dégradant de l'ironie. Et est-ce que c'est pas juste ça, finalement, philosopher? Alors, comment savoir que le monde existe vraiment? Le point de départ de cette question, il vient de Descartes dans ses méditations métaphysiques. Son but, c'est de trouver une vérité absolument certaine, irréfutable, quelque chose qui résiste à tous les doutes. Et pour ça, il décide de tout remettre en question. Il doute de ses pensées, parce qu'elles peuvent être influencées, puis il doute de ses sens, parce qu'ils peuvent le tromper. Et en s'enfonçant comme ça, dans le puits du doute, il arrive à une hypothèse. Et si une entité supérieure manipulatrice, une sorte de dieu trompeur, lui faisait voir un monde illusoire? En d'autres termes, et si rien n'existait vraiment? Cette hypothèse, il l'appelle le malin génie. C'est une expérience de pensée qui caractérise le doute hyperbolique, c'est-à-dire la remise en question de l'existence de l'ensemble des choses matérielles. Et ce malin génie, il continue à faire parler de nos jours. La philosophie a modernisé cette expérience de pensée par l'hypothèse du cerveau dans une cuve. Le principe est différent, mais les implications sont les mêmes. Comment savoir si le monde, si mon corps même, existe, ou si je ne suis pas simplement un cerveau dans une cuve qui recevrait des stimuli par ordinateur? La question centrale de ces deux expériences, c'est de savoir si on a raison de croire ce qu'on croit. Cette question, c'est celle que se pose le narrateur de Fight Club dans la deuxième moitié du film. Il se rend compte qu'il est enfermé dans une boucle mentale, privé de repères sensoriels fiables et incapable de distinguer ce qu'il imagine de ce qu'il vit vraiment. Quand il parcourt le pays à la recherche de Tyler, il a cette impression bizarre de déjà-vu à chaque endroit qu'il traverse. Et pourtant, aucune certitude de la réalité. I was living in a state of perpetual déjà vu. Everywhere I went, I felt I'd already been there. It was like following an invisible man. Le malin génie de Descartes, c'est l'ancêtre des fameuses théories de la simulation. Vous savez, celles qui disent que notre monde n'est qu'un gigantesque programme informatique que nous ne maîtrisons pas. En gros, nous sommes des Sims, grandeur nature. Bref, le malin génie, pour Descartes, c'est un outil. Il s'en sert pour pousser son doute jusqu'au bout, pour s'enfoncer profondément dans sa remise en question du monde, et au fond du puits, il trouve une certitude. C'est le fameux « je pense, donc je suis ». En gros, pour Descartes, même si tout est faux, même si je suis manipulé, il faut bien que je existe pour être trompé. Ma pensée, elle est réelle. Et ça, c'est le point de départ. À partir de là, dans son livre, Descartes reconstruit tout. Dieu, la vérité, la science, la matière, mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que certains allaient s'arrêter avant, entre le doute et la reconstruction. Et c'est là que le solipsisme apparaît. Le solipsisme, c'est l'idée selon laquelle il n'existe que moi. En gros, c'est s'arrêter au cogito de Descartes sans son processus de reconstruction derrière. Je pense, donc je suis, et c'est tout. Tout le reste n'est qu'illusion. Je ne peux rien garantir d'autre que ma propre conscience. Et c'est pas juste un doute passager, c'est un enfermement radical. Le monde extérieur n'est qu'un décor. Les autres, les visages que je croise, les voix que j'entends, ne sont que des projections de mon esprit. Un rêve lucide sans réveil. Une illusion si parfaite qu'on en oublie qu'elle pourrait en être une. Après tout, cette idée a quelque chose de séduisant quand on y pense. C'est vrai, on ne peut pas savoir si les autres sont vraiment conscients. En tout cas, on ne peut pas le vérifier. Même maintenant, en regardant cette vidéo, vous pourriez très bien être en train d'inventer cette voix que vous écoutez. Et c'est exactement à cause de cette tentation intellectuelle que Emmanuel Kant, un siècle après Descartes, parle d'un scandale.
Dans la préface de sa critique de la raison pure, il écrit que le fait d'admettre seulement à titre de croyance l'existence du monde extérieur représente un scandale pour la philosophie et pour le sens commun. C'est un scandale parce que si tel est le cas, plus rien n'a de sens. La science, la morale, le langage, la politique, tout est basé sur l'existence d'un monde extérieur partagé. Et si ce monde est incertain, alors tout ce qu'on appelle réalité s'effondre comme un château de cartes. Le solipsisme ne détruit pas seulement la certitude, il détruit le monde. C'est pour ça qu'au cours de l'histoire, de nombreux philosophes se sont attaqués à ce concept. Hegel, Husserl, Wittgenstein et même plus récemment Heidegger et Jean-Paul Sartre, ils considèrent tous le solipsisme comme un concept intéressant qui donne matière à penser, mais pas comme un système cohérent. Alors je vais pas aborder leurs réflexions ici pour ne pas m'embourber dans des idées qui me dépassent et parce qu'il faudrait que je passe beaucoup plus de temps à lire leurs travaux pour avoir la prétention d'en discuter, mais ce qui est sûr, c'est que malgré leurs différentes visions du sujet et leurs points de vue parfois antagonistes, ils sont tous d'accord sur un point. Le solipsisme n'est rien d'autre qu'une expérience de pensée. Une sorte d'état philosophique que personne ne peut adopter en permanence. On peut philosopher, méditer, imaginer que le monde n'existe pas, mais ensuite on va faire ses courses, on répond à des messages, on boit un café, bref, on retourne dans le monde. Tout ça n'est rien d'autre qu'une posture intellectuelle temporaire. Le solipsisme est un lieu à part, en dehors du monde, où le philosophe peut se rendre pendant un moment pour plonger au plus profond du doute et réfléchir sur les fondements de ses convictions. Et là je pense que vous avez compris où je veux en venir. Ce lieu à part, ce puits dans lequel le philosophe descend volontairement, que se passe-t-il s'il n'arrive pas à en revenir? En d'autres termes, est-ce que c'est possible de rester enfermé dans la posture du solipsiste? Cette philosophie, quand elle est prise au sérieux, transforme l'expérience de pensée en véritable isolement métaphysique. Et c'est là que la frontière entre le philosophe et le fou devient presque invisible. Pour illustrer le flou qui existe entre ces deux états, le philosophe du langage Ludwig Wittgenstein propose une petite situation amusante. Son livre « De la certitude » est un recueil d'aphorismes, c'est-à-dire des petits paragraphes indépendants les uns des autres et seulement liés entre eux par un thème de fond. Ici, c'est la certitude. Dans l'aphorisme 450, Wittgenstein nous dit ceci. « Je suis assis avec un philosophe dans le jardin. Il dit à maintes reprises « Je sais que ceci est un arbre », tout en le désignant. Une tierce personne entend cela, et je lui dis « Cet homme n'est pas fou, nous faisons de la philosophie ». Cette idée, c'est qu'un philosophe parle comme un fou, mais on considère qu'il ne l'est pas parce que son discours est encadré. Il s'inscrit dans un contexte, un exercice de pensée qui a lieu dans un espace philosophique précis. Le philosophe remet en cause l'évidence tout en sachant que c'en est une. Il interroge le réel, mais il y revient. Ça, c'est ce que Wittgenstein appelle le piège du langage détourné de son usage ordinaire. Et oui, je vous ai déjà dit que les gens adorent donner des noms à leurs concepts. En fait, ce que Wittgenstein nous dit, c'est que la seule chose qui sépare le philosophe du fou, c'est l'intention. Le philosophe peut suspendre son rapport au réel pour l'interroger et se demander si un arbre est vraiment un arbre. Le fou, lui, ne peut simplement plus y accéder au réel, et il doute sincèrement du fait qu'un arbre soit un arbre. Mais quand on y regarde de plus près, on remarque que cette ligne de crête est bien fragile. En fait, l'écart entre celui qui doute volontairement et celui qui n'est plus sûr de rien n'est pas si grand que ça. D'ailleurs, c'est exactement ce que montre l'analyse de certains discours schizophréniques. Quand on entend le mot schizophrène, on pense à quelqu'un avec des crises aiguës et des hallucinations spectaculaires dignes d'une prise de LSD sous des néons psychédéliques. Mais en fait, ça ne correspond absolument pas à la réalité. Les délires schizophréniques sont beaucoup plus froids, calmes et insidieux. L'individu semble parfaitement lucide, sauf que pour lui, plus rien n'a de consistance. C'est ce qu'ont constaté 3 chercheurs qui ont analysé leurs conversations avec des patients étiquetés schizophrènes dans des institutions psychiatriques françaises. Dans beaucoup de cas, ce n'est pas leur folie qui les a frappés, mais la lucidité glaciale. Comme si la personne en face avait compris quelque chose qu'ils n'osaient même pas penser. They do it every day. They talk to themselves, they see themselves as they'd like to be. They don't have the courage you have to just run with it. Il est là le scandale philosophique. L'étrange proximité entre schizophrénie et solipsisme montre que la raison, poussée à son extrême, peut devenir invivable. Il existe un moment où le doute ne nous aide plus à comprendre le monde, mais nous condamne à en sortir. Et ce qui dérange encore plus, c'est que ce moment-là n'est pas conditionné par le contenu de la pensée, mais par la capacité qu'on a à s'en détacher. Alors peut-être que le solipsisme n'est pas qu'un concept, c'est pas juste une idée gênante qui fait réfléchir quelques philosophes. Peut-être que c'est une tentation
aussi intrigante que dangereuse, une espèce de gouffre mental dans lequel on peut tous tomber. Et peut-être même que certains y tombent vraiment, pas parce qu'ils sont fous au sens vulgaire du terme, mais parce qu'ils ont poussé le doute trop loin. Ils sont victimes du malin génie. Leur cerveau reste bloqué dans la cuve. Et c'est enfin là qu'on comprend vraiment ce que veulent dire les philosophes quand ils parlent de scandale du solipsisme. C'est une idée intéressante quand elle est pensée, intrigante quand elle est vécue, et insoutenable quand elle devient notre réalité. Si le solipsisme est une chute, l'existence est un choix. Je ne pourrais pas vous prouver par une formule ou une démonstration mathématique implacable que le monde est réel. Mais au fond, c'est ça qui est beau. Parce que malgré ça, on continue d'y croire. Faire confiance à la réalité, c'est le plus beau pari qu'on puisse faire. C'est faire le choix du partage, des autres et de la vie. Le choix de croire que ce que je vous raconte vient de quelqu'un et arrive en vous. Que quelque part, derrière votre écran, vous existez. Pas juste comme une projection de mon esprit ou un chiffre sur mon compteur d'abonnés déshumanisant, mais comme un autre, avec vos pensées, vos émotions et votre histoire. Et si c'est le cas, alors tout ça en vaut la peine. C'était Cato Minor, et n'oubliez pas, tout ne fait que commencer.